Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Donc, ce sera la dernière séance de ce cours pour cette année. Et comme d'habitude, je rappelle le séminaire que nous allons avoir après ce cours, vers 11h15. Donc, on aura le plaisir d'écouter Laetitia Taruel de Barcelone, qui va nous parler de topologie expérimentale. Donc, c'est des topologies à une dimension, réaliser une théorie de jauge à une dimension, avec un condensat habillé par des photons lumineux, enfin, des photons à longueur d'onde optique. Voilà. Et je vous rappelle également que cet après-midi, nous avons un atelier sur les mélanges de gaz quantiques et les gaz spineurs. Les intervenants sont écrits ici. Cet atelier commencera à 14h dans cette même salle. Il est ouvert à toutes et à tous, sans inscription. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Tous les exposés seront en anglais cet après-midi. Voilà. Bien, donc je reviens au cours. Donc, le cours d'aujourd'hui va être en continuation directe du cours de la semaine dernière et va s'intéresser à cette quantité que nous avions introduite la dernière fois, qui est le contact. Et donc, je l'ai intitulé « Les différentes facettes du contact ». Donc, ce contact, je vous rappelle ce que c'est. C'est une quantité donc, que j'ai représentée ici et qui remplit vraiment le cahier des charges qu'on s'est fixé pendant toute cette série de cours, à savoir relier la physique microscopique, la physique à petit nombre de particules, à 2, 3 particules, et puis la physique macroscopique. Donc, côté physique microscopique, eh bien, le contact, par exemple, dans un gaz quantique, va relier la fonction de corrélation à deux corps aux petites distances. On peut montrer que cette fonction de corrélation à deux corps varie comme 1 sur R2, aux petites distances, au moins tant que la distance ne vient pas de l'ordre de la portée du potentiel. Et le facteur qui vient se mettre devant, c'est le contact C. Ce contact intervient toujours en physique microscopique dans la distribution en impulsion des particules. On peut montrer qu'aux grandes impulsions, K, eh bien, la distribution en impulsion varie comme 1 sur K4, et le contact vient se mettre comme préfacteur de cette loi en 1 sur K4. Alors là encore, je dis au grand K, mais il ne faut pas que K devienne trop grand, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il devienne plus grand que 1 sur la portée du potentiel. Donc là, c'est la portée du potentiel pour R, et sur les K, c'est 1 sur la portée du potentiel. C'est juste Fourier qui est en jeu ici. Donc ça, c'est côté physique à petit nombre de corps. Et puis, côté physique macroscopique, eh bien, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que le contact, on peut le considérer comme la quantité conjuguée de la longueur de diffusion petit a, dans une formulation thermodynamique de la chose, tout comme la pression et la quantité conjuguée du volume. Et puis, il intervient également dans des relations thermodynamiques, comme le théorème du Viriel, où là, vous avez une relation donc, entre la pression fois le volume, moins 2 tiers de l'énergie, là on est à 3 dimensions, c'est la raison d'être de ce coefficient 2 tiers, et bien cette quantité-là, cette différence, est proportionnelle également au contact. Donc voilà, le contact, c'est vraiment une passerelle entre la physique macroscopique et la physique microscopique. Et c'est valable pour donc, tout système dilué. Alors par dilué, j'entends que la densité n fois la portée du potentiel B au cube donc, est petite devant 1, si vous préférez. La portée du potentiel B est petite devant la distance entre particules. Et ces systèmes peuvent être en interaction forte ou faible, au moins pour des fermions. Je n'ai pas de condition sur la longueur de diffusion qui caractérise les interactions. Cette longueur de diffusion peut être plus grande ou plus petite que la distance entre particules petit d. Voilà. Bien, donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et toujours dans la série des rappels de la dernière fois, intéressons-nous justement aux fermions pour lesquels il n'y a pas de restriction à mettre sur la force des interactions. Je considérais toujours aujourd'hui un gaz de Fermi qu'on appelle équilibré, c'est-à-dire que je vais prendre des fermions de spin 1,5 et je vais supposer que j'ai le même nombre de fermions avec un spin pointant vers le haut et un spin pointant vers le bas. Là encore, je peux l'écrire. Je vais supposer partout que n spin haut égale n spin bas, et donc égal au nombre total de spins divisé par 2. À ce moment-là, je peux donc considérer un état particulier du système, disons l'état fondamental, mais ce que je vais dire serait vrai pour n'importe quel état pourvu qu'on soit à suffisamment basse énergie. Je vais peut-être éteindre un peu la lumière, vous verrez mieux. Je peux donc considérer la fonction d'onde, prenons l'état fondamental pour fixer les idées, avec mes n particules. Donc je vais prendre la convention, je vais mettre les indices impairs, je vais les affecter aux spins vers le haut. Donc 1, 3, 5 seront les spins vers le haut, 2, 4, 6 seront les spins vers le bas. Donc cette fonction, puisque c'est une fonction de fermionique, doit être antisymétrique
par échange de deux indices impairs et doit être antisymétrique par deux échanges d'indices pairs. Voilà. Donc cette fonction phi s'écrit comme ça. Et ce qu'on avait compris la dernière fois, c'est donc une manière d'exprimer les propriétés à courte distance de ce gaz, eh bien, c'est de regarder une fonction de corrélation à deux corps qui consiste ici à détruire une particule avec un spin vers le haut au point R, détruire une particule avec le spin vers le bas au point 0, recréer aussitôt cette particule avec un spin vers le bas au même point 0, et je recrée une particule avec un spin vers le haut au point R'. Donc ça, c'est un objet qui dépend de deux indices, enfin de deux positions, R' et R. Et ce qu'on avait dit, c'est que le contact, donc sa caractérisation microscopique, c'était que cette quantité était proportionnelle à 1 sur R' et 1 sur R, aux petites distances entendue au sens où R moins R' quand même ne doit rester supérieur à la portée du potentiel, c'est ce que je disais à la diapositive précédente. Et le préfacteur qui vient se mettre ici, c'est donc le contact divisé par un nombre 4π carré et puis le volume du système. Le contact, je vous rappelle, est une quantité extensive, donc varie linéairement avec le nombre de particules quand on garde les variables intensives constantes. Voilà, donc ça c'est la manière dont on avait défini le contact la dernière fois. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est donc continuer à explorer les manifestations de ce contact. Et pour ça, eh bien, je voudrais regarder différentes approches qui ont été utilisées expérimentalement pour mesurer le contact. La première, c'est la spectroscopie radiofréquence. Je vais préciser ce que j'entends par là dans un instant. Et l'autre manière que j'aimerais étudier, c'est les pertes d'atomes sous l'effet de collision inélastique. Et puis j'aimerais aussi vous dire comment, en fait, cette notion de contact qu'on a introduite pour la longueur de diffusion, donc pour des collisions caractérisées par ce nombre qu'est la longueur de diffusion, eh bien, comment cette notion de contact se généralise à d'autres situations. Et j'ai choisi de prendre l'exemple de collisions en onde P, donc pas des collisions en onde S caractérisées par une longueur de diffusion, mais des collisions en onde P, pour lesquelles on peut également introduire, vous le verrez, ce type de notion. Voilà, donc ça c'est le but du cours. Donc le plan est le suivant. Je vais m'intéresser essentiellement à des potentiels de portée tendant vers 0, puisque vous avez vu à chaque fois j'étais obligé de mettre la condition 1 sur R est petit, mais ne doit pas être plus petit que la portée du potentiel, même chose pour le cas. Donc je vais m'intéresser maintenant à la limite d'un potentiel de portée nulle, ce qui va étendre le domaine de validité. Et ce potentiel de portée nulle, la bonne manière de le considérer, c'est le pseudo-potentiel. Donc on va commencer par ça. Et puis ensuite, eh bien, je vous parlerai de la spectroscopie radiofréquence sur le plan théorique, qu'est-ce qu'on attend. Et puis je passerai à des expériences. Donc je passerai pas mal de temps sur des expériences liées au gaz de fermion, pour lequel, comme je l'ai dit, le contact s'applique dans sa plénitude. Et puis après, je finirai par quelques expériences sur le gaz de Bose, où là, vous verrez qu'il y a des restrictions à amener. Voilà, donc je commence par le pseudo-potentiel. Donc, ce que j'aimerais, c'est essayer de m'affranchir de cette condition sur la portée du potentiel, cette condition que j'ai dû mettre en disant à chaque fois, il faut que ma distance soit pas trop petite ou mon impulsion pas trop grande. Donc, je reprends la distribution d'impulsion que je vous avais montrée au cours précédent. Donc, je vous avais dit que donc, le nombre de particules avec un spin vers le haut et l'impulsion K, qui était égale pour mon gaz équilibré, au nombre de particules avec un spin vers le bas d'impulsion K, ça variait comme C, le contact, sur K puissance 4. Et je remets la condition, K doit être inférieur ou égal à 1 sur B, 1 sur la portée du potentiel, et puis donc il doit être assez grand quand même, plus grand que 1 sur A et 1 sur D. Donc là, je vous ai représenté en coordonnées semi-logarithmiques ce que j'attends. Donc je trace ici n spin vers le haut de K en fonction de Ka. Donc K doit être plus grand que 1 sur A, donc ce qui m'intéresse, c'est la partie à partir de la zone verte ou la zone violette, là. Donc dans toute la zone verte, où K est compris entre 1 sur A et 1 sur B, eh bien, j'attends donc cette loi en 1 sur K4, une droite en coordonnées semi-log, en coordonnées log, pardon, log-log, pas semi-log, log-log. Et puis, quand K devient de l'ordre ou supérieur à 1 sur la portée du potentiel, là, à ce moment-là, les propriétés du potentiel rentrent en jeu, et on s'attend généralement à quelque chose qui plonge vers 0 plus vite que la loi en 1 sur K4. Maintenant, que se passe-t-il si je prends un potentiel de portée nulle, c'est-à-dire je fais tendre 1 sur B vers 0, eh bien, cette loi en 1 sur K4 va s'étendre jusqu'à l'infini. Et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est de ça qu'on va repartir. Eh bien, ça va conduire à une divergence de l'énergie cinétique totale, puisque l'énergie cinétique, c'est h bar 2 K2 sur 2m pour la classe d'impulsion K, fois le nombre de particules dans la classe d'impulsion K, fois D3K, donc l'élément d'intégration à 3 dimensions. Et donc je me retrouve avec du K2 au numérateur qui vient de l'énergie cinétique, du K4 au dénominateur qui vient de la loi
pour la distribution. Et puis, à 3 dimensions, j'ai ce jacobien K2dk. Donc, vous voyez que tous les K s'éliminent ici, K2, K4 et K2, et je me retrouve avec une intégrande qui est constante. Donc, quand je vais étendre la borne supérieure à plus infini, ça va diverger. Et donc, cette divergence, elle est bien présente, mais on va essayer de l'analyser et de la traiter correctement, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin du pseudo-potentiel. Alors, ce pseudo-potentiel, j'en ai déjà parlé beaucoup dans le cours de l'année dernière, j'en ai reparlé un petit peu dans le cours de cette année, mais je vous rappelle quand même de quoi il s'agit. Donc, le pseudo-potentiel, sa définition mathématique, c'est la suivante. Le pseudo-potentiel agissant sur une fonction ψ de R est obtenu en multipliant cette fonction par R. Vous prenez la dérivée, vous prenez la valeur de la dérivée en R égale 0, et vous multipliez par la force des interactions, petit g, qui est toujours 4pi h bar de A sur M, fois la description de Dirac. Alors ça, c'est bien compliqué. Quand on le voit la première fois, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, le but de cette définition, c'est très simple. C'est de se dire que, en théorie de la diffusion, les fonctions qui apparaissent sont soit des fonctions régulières, en R égale 0, soit des fonctions qui divergent comme 1 sur R. Alpha sur R plus pi régulière de 0. C'est la classe générale de fonctions qui apparaît. Et le rôle du pseudo-potentiel, quand je le fais agir là-dessus, c'est simplement d'effacer la divergence en alpha sur R et de traiter psi régulière exactement comme un vrai potentiel de contact, une vraie distribution de Dirac. Ça, c'est facile à voir. Si je prends alpha sur R ici et que je l'injecte là-dedans, je dois faire R fois alpha sur R, donc j'ai une constante, sa dérivée est nulle, donc l'alpha sur R ne va pas contribuer au résultat. Et quand la fonction est régulière, c'est facile de voir que tout se passe comme si je prenais simplement G fois delta de R fois la valeur de la fonction régulière en 0. Voilà, donc le pseudo-potentiel, ça qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il efface toutes les divergences en 1 sur R. Voilà. Et il ne faut pas qu'il y ait des divergences en 1 sur R2, 1 sur R3, parce que là, c'est la catastrophe sinon. Alors, ce qu'on avait vu l'année dernière sur ce pseudo-potentiel, c'est qu'on pouvait résoudre le problème à 2 corps pour ce pseudo-potentiel. On le peut résoudre exactement. Donc, ce problème à 2 corps, c'est l'énergie cinétique de la variable relative, h bar carré sur 2mr. mr, c'est la masse relative, donc mr, c'est la masse d'une particule divisée par 2. Et donc, je prends cette énergie cinétique plus le pseudo-potentiel. On trouve que ce pseudo-potentiel ne porte que sur les ondes S, donc sur les moments cinétiques L égale 0. Et on peut donc chercher à la fois les états de diffusion, c'est-à-dire les états d'énergie positive, et les états liés, les états d'énergie négative. Les états de diffusion, eh bien, voilà leur forme, elle est exacte. Donc, ils s'écrivent sous la forme d'une onde plane et puissance ik scalaire R, moins une onde sphérique divergente et puissance ikr sur R, fois l'amplitude de diffusion, moins A sur 1 plus ika. Et ça, j'insiste, c'est une expression exacte. Souvent, on écrit une expression de ce type qui est asymptotique quand on a une diffusion de particules. Là, elle est exacte, cette expression. Et en particulier, l'amplitude de diffusion qui est écrite ici, encore une fois, est exacte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas en plus au dénominateur ici des termes en K2 ou supérieur qui traduiraient une portée effective. Là, l'amplitude de diffusion est vraiment celle-ci, rien de plus, et donc c'est vraiment très simple, le problème le plus simple qu'on puisse imaginer. La recherche des états liés maintenant, eh bien, en fait, tout dépend du signe de A, ici, ou du signe de G, si vous préférez. Si A est négatif, il n'y a pas d'état lié. Les seuls états propres d'un Hamiltonien sont les états de diffusion. Si A est positif, il y a un état lié qui apparaît, et un seul. Et cet état lié, pareil, il a une expression exacte qui est simplement exponentielle moins R sur A divisé par R. Voilà, et son énergie, c'est moins H bar 2 sur 2mr à 2. Voilà, donc voilà ce qu'on avait vu ensemble sur le pseudo-potentiel. Et une chose qui est importante à remarquer, c'est que aussi bien les états de diffusion, quelle que soit la valeur de K, que l'état lié, ici, ils ont même tous le même comportement à l'origine. Ce comportement à l'origine, c'est 1 sur R, c'est le terme dominant, quand R tend vers 0, donc le terme qui dit divergent, en R puissance moins 1. Ensuite, j'ai un terme en R puissance 0 qui vaut toujours moins 1 sur A, donc qui fait intervenir la longueur de diffusion. Et puis ensuite, j'ai des termes en R puissance 1, R puissance 2, que j'ai mis dans le haut de R ici. Et en fait, une autre manière de traiter le pseudo-potentiel, ce n'est pas celle que je vais adopter ici, mais une autre manière, c'est de se dire, on oublie qu'il y a un pseudo-potentiel, mais on impose directement ces conditions aux limites à l'origine, et c'est ce qu'on appelle les conditions limites de Bethe-Pyers, et imposer ces conditions limites suffit à décrire l'interaction entre les particules sous l'effet de ce potentiel de force petit g qui est écrit ici, 4pi h bar 2 A sur m.
Voilà. Donc moi, je ne vais pas vraiment utiliser ce point de vue des conditions limites de Bethe-Peierls, je vais vraiment écrire explicitement le pseudo-potentiel, mais il faut bien savoir que les deux points de vue sont équivalents. Bien. Alors, on a cette divergence. On a cette divergence quand le potentiel a une portée qui tend vers 0. Donc comment est-ce qu'on va la traiter? On va la traiter comme bien souvent en physique quand on a une divergence, on met une coupure sur la variable qui aurait tendance à diverger quand on étend cette variable jusqu'à l'infini. Donc là, on a une divergence ultraviolette, comme on dit, c'est-à-dire au grand K, aux grandes énergies. Donc on va tronquer toutes les intégrales à une valeur que je vais appeler Kmax. Donc là où j'avais mon énergie cinétique qui s'étendait a priori jusqu'au K égale plus l'infini, maintenant je vais tronquer cette intégrale à Kmax ici. Et donc, comme je l'avais dit, l'intégrande ici est constante. Hein, donc ce que va me sortir, donc, le résultat qui va sortir ici, c'est quelque chose qui va être linéaire en la borne supérieure de l'intégrale, en Kmax. Donc je vais sortir, une fois que j'ai éliminé les K2, K4 et K2, h bar 2c Kmax sur 2pi de m, plus une contribution dont j'affirme qu'elle est finie. C'est-à-dire que c'est les termes correctifs à ces n de K ici. Alors ce n'est pas évident qu'elle soit finie, hein, puisque je vous ai dit le terme dominant c'est en K puissance moins 4, mais je pourrais penser que le terme sous-dominant est en K puissance moins 5, et si je mets du 1 sur K5 là-dedans, eh bien, avec le K2 et le K2 du numérateur, j'aurai une divergence en 1 sur K, enfin j'aurai un terme en 1 sur K, et ça conduira encore à une intégrale divergente, en log de Kmax cette fois-ci. Mais en fait, on peut montrer, donc ça c'est Shinatan qui l'a montré le premier, qu'il n'y a pas de terme sous-dominant en K puissance moins 5, le terme suivant est en K puissance moins 6, donc il n'y a pas de divergence. Donc l'énergie cinétique est linéairement divergente par rapport à la coupure, plus des termes qui sont finis. Voilà. Et je vous rappelle que là, maintenant, je suis passé à ce pseudo-potentiel, un potentiel de portée nulle, mais quand vous avez quelque chose qui dépend comme ça de Kmax, la représentation que vous devez vous faire de cette coupure, eh bien, c'est l'inverse de la portée du potentiel. Physiquement, il y a toujours une coupure qui est la portée du potentiel. Voilà. Bien, donc on a notre énergie cinétique, et maintenant, j'aimerais qu'on calcule l'énergie d'interaction. J'ai un terme divergent dans mon énergie, donc je peux me demander qu'est-ce qu'il en est de l'autre terme qui intervient dans l'énergie, à savoir l'énergie d'interaction. Ça, je vous propose de le faire au tableau. Donc, je vais partir de l'expression qu'on a pour la fonction de corrélation à deux particules. Hein. Donc, là, je l'ai réécrite en prenant ma particule 2, non pas en 0, mais en R2. Ça s'écrit en termes de la fonction d'onde à n corps, où j'intègre sur R3, R4, Rn. Et le comportement donc, de cette fonction à deux particules, là, eh bien, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le comportement 1 sur R'1,2 moins 1 sur A vis-à-vis du couple R'1, R2 ici, et puis 1 sur R1,2 moins 1 sur A vis-à-vis de ce couple-là. Voilà. Bien, alors, je vais passer au tableau pour la calculer, cette énergie d'interaction. Ce n'est pas bien compliqué, mais autant le faire tranquillement. Donc, je pars d'un système donc, dont l'hamiltonien est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie d'interaction. L'énergie cinétique, ben, on l'a calculée, hein, donc c'est ce qui résulte de la somme sur toutes mes particules des pj carré sur 2m. Donc là, je ne reviens pas là-dessus, c'est ce qu'on vient de traiter. Et le terme d'interaction, H interaction, c'est donc la somme sur toutes les paires possibles dans le système ce sera donc mon V pseudo-potentiel vis-à-vis de la paire IJ. Alors toutes les paires, si je suis dans mon gaz de fermion, eh bien, c'est toutes les paires où je prends un indice impair, 1, 3, 5, et un indice pair, 2, 4, 6. Hein, ce qui interagissent sont les paires spin haut, spin bas. Donc je vais avoir n carré sur 4, n sur 2 au carré pair possible, puisque j'ai n sur 2 choix possibles pour l'indice impair et n sur 2 choix possibles pour l'indice pair. Donc ma valeur moyenne de H interaction, ben, toutes les paires vont jouer le même rôle hein, à cause de l'antisymétrie de ma fonction d'onde, donc je peux me limiter à la paire 1, 2 en mettant un n carré sur 4 devant. Ça va donc être l'intégrale sur... je vais prendre l'élément de matrice de H interaction entre l'état dans lequel je calcule, donc phi étoile de R1, R2, etc. VPP pseudo-potentiel vis-à-vis de la paire 1, 2, agissant sur phi de R1, R2, etc. Et j'intègre donc sur D3R1, D3R2, D3Rn. Bien. Alors, ce pseudo-potentiel-là, donc, il va agir sur cette fonction de ci, et donc il va favoriser les points
où R1 et R2 sont très proches l'un de l'autre, puisque c'est un potentiel de portée nulle. Donc, vis-à-vis des variables R3, R4, Rn, je vais pouvoir utiliser l'expression qui est écrite là-haut, c'est-à-dire que le N2 sur 4 intégré sur R3 Rn, je peux le reporter. Je sais ce que ça va me donner ce qui est écrit pour ma fonction G2. Donc cette chose-là, ça va être E4 à quoi? Eh bien, donc le N2 sur 4, je vais le réintégrer dans la valeur du contact. Donc j'ai mon contact C sur le 4pi au carré L3. Et puis il me reste simplement l'intégrale sur R1 et R2. Donc cette intégrale sur R1 et R2, j'ai remplacé ici ce phi-là par 1 sur R'2 moins 1 sur A. Ensuite, j'ai mon pseudo-potentiel VPP qui agit sur 1 sur R12 moins 1 sur A. Et ça, c'est donc intégré sur D3R1, D3R2. L'intégrale sur les 3n est partie dans le contact. Bon, alors ça, je peux encore le simplifier un tout petit peu avant de passer à la chose vraiment sérieuse. Ça ne dépend là que de la distance. Enfin, j'ai mis un prime, excusez-moi, il n'y a pas de prime ici, puisque j'ai pris R1, c'est le même R1 là et là. Hein, donc c'est R12 moins 1 sur A, R12 moins 1 sur A. Oui, donc je disais, je peux simplifier un tout petit peu ça, puisque ça ne dépend que de la variable R12. Donc, en utilisant les variances par translation, je me débarrasse du volume L3 qui est là. Donc, j'écris ça C sur 4pi au carré. Et puis, une intégrale sur D3R. R, ce sera R1 moins R2 ici. Donc, 1 sur R moins 1 sur A. VPP agissant sur 1 sur R moins 1 sur A. Et j'ai enlevé donc un des deux éléments d'intégration D3R. Voilà. Bien. Donc maintenant, essayons d'évaluer ça. Alors, qu'est-ce que je vais trouver donc, pour valeur moyenne de H interaction? Donc je répète, j'ai ce C sur 4pi carré. Ensuite, j'ai le pseudo-potentiel qui va agir sur ma fonction 1 sur R moins 1 sur A. Donc le pseudo-potentiel, lui, il va faire apparaître G. Donc G, je peux le réécrire, donc c'est 4pi H bar 2 A sur M. Et puis, j'ai donc mon intégrale sur des 3R. Alors, j'ai toujours le membre de droite, 1 sur R, de gauche, pardon, 1 sur R moins 1 sur A. Et puis, donc, mon pseudo-potentiel, quand il agit sur 1 sur R moins 1 sur A, eh bien, je vous ai dit, il efface le pseudo-potentiel, toute divergence en 1 sur R. Donc, ça ne va pas jouer. Il va me rester simplement l'action du pseudo-potentiel sur la constante moins 1 sur A. Et ça, c'est donc simplement moins 1 sur A fois delta de R. D3R. Bien. Alors, les A s'éliminent, ça, c'est pas, je peux le faire tout de suite. Mais je vois que je suis amené à prendre l'action de la distribution de Dirac delta de R sur la fonction 1 sur R. Alors, ça, évidemment, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, puisque 1 sur R normalement vaut l'infini en R égale 0. Simplement, là, il faut que je me souvienne que j'ai mis une coupure en K. Et mettre une coupure en K, c'est faire une sorte de lissage en point de vue position. Donc là, je vais pouvoir donner une valeur finie à la quantité 1 sur R une fois que j'ai mis ma coupure en K. Et un bon moyen pour voir quelle valeur finie on doit donner, c'est de se souvenir que 1 sur R, c'est la transformée de Fourier de 1 sur K2. Donc 1 sur R, je peux l'écrire, et j'espère ne pas me tromper dans le préfacteur, je vais vérifier. Je crois que c'est 1 sur 2pi2, c'est bien ça, fois l'intégrale de les puissances I k scalaire R sur K2 des 3K. Donc si je cherche maintenant la valeur de 1 sur R en R égale 0, eh bien c'est 1 sur 2pi2 fois l'intégrale de 1 sur K2, et puis des 3K, je sais que ça vaut 4pi K2 dk. Donc mes K carrés s'éliminent, et je me récupère ici une intégrale qui va donc de 0, mais qui ne va pas jusqu'à l'infini, parce que j'ai mis la coupure, qui va jusqu'à Km. Et donc, finalement, j'ai ce pi-là qui va s'éliminer avec ce pi-2-là, et donc, enfin, avec un des deux pi-2, donc il va me rester 2 sur pi fois Km. Voilà, donc ça, c'est la valeur que je vais donner dans ce cours à 1 sur R en R égale 0. Je suis conduit à faire ça, une fois que je mets une coupure en K, je suis aussi obligé de mettre une coupure en R, cette fois-ci c'est aux petites distances R, donc je n'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Et donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien, il me reste pour la valeur moyenne de H int, donc
si j'essaie d'enlever tous les facteurs qui sont en trop, donc j'ai un 4pi au numérateur, un 4pi carré au dénominateur, donc j'ai C sur 4pi, j'ai ce H bar 2, j'ai ce M, et puis ensuite, donc j'avais un signe moins ici, qu'il ne faut pas que j'oublie, donc moins, et puis j'ai donc la valeur en 1 sur R de delta de R, donc 2 sur pi Km, moins 1 sur A. Et donc ça, je le réécris, et ça, c'est le résultat final auquel je veux arriver. J'espère que tous mes coefficients sont bons. Donc, quand je prends ce 2 sur pi km, donc il va me rester un moins c h bar 2. Alors, ensuite, je vais avoir un 2 pi 2, et puis un m fois km, plus, cette fois-ci, donc c h bar 2 sur 4pi m petit a. Voilà. Donc ça, c'est ma valeur de l'énergie d'interaction que je suis amené à donner dans cette théorie du pseudo-potentiel une fois que la coupure en K est mise. Voilà. Donc, je prends ça. Encore une fois, je vais peut-être vérifier que je n'ai pas de facteur 2 ou chose qui traîne. Non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc, je prends ça et maintenant, j'essaie de mettre ensemble les différentes énergies du problème pour comprendre bien ce qui se passe. Donc, je vais peut-être rééteindre. J'espère que vous avez tous noté. Donc, si on remet tout ça ensemble, donc, ce qu'on a trouvé, c'est que l'énergie cinétique, donc, une fois que j'avais mis cette coupure, avait cette composante divergente, mais bornée par Kmax, H bar 2C, Kmax sur 2pi2, positive, bien sûr, hein, l'énergie cinétique est positive, plus une composante finie. L'énergie d'interaction qu'on vient de calculer, eh bien, je l'ai mise sous cette forme-là, donc je recopie simplement le résultat que j'avais mis au tableau encadré. Cette divergence négative, cette fois-ci, moins h bar 2c Kmax sur 2pi2m, plus un terme positif, h bar 2c sur 4πm. Et vous voyez que là, on est dans une situation qui est finalement heureuse, c'est-à-dire que l'énergie totale, qui va être la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, cette énergie totale, elle n'a aucune divergence, c'est-à-dire que le terme en plus Kmax qui est là vient compenser exactement le terme en moins Kmax qui est ici. Donc la somme totale des énergies, elle, est une fonction parfaitement bien définie. Et heureusement, c'est à partir d'elle qu'on a défini le contact sur le plan thermodynamique. Mais si on cherche à séparer cette énergie totale en une énergie cinétique et une énergie d'interaction, eh bien on trouve que l'énergie cinétique est très grande et positive, l'énergie d'interaction est très grande et négative. Et quand je dis très grande, c'est-à-dire qu'elle dépend linéairement, les deux dépendent linéairement de Kmax. Alors, il y a une forme qui est assez agréable que Shinatan avait mise dans son article initial pour justement essayer d'écrire des choses qui ne divergent pas. Donc pour des fermions, ce qu'on peut faire, c'est une somme donc, sur les deux états de spin au bas de n de k pour l'état de spin donné, moins c sur k4. Donc ça, c'est une distribution à laquelle on enlève l'aile en k4. Donc ça, c'est une quantité qui va être complètement positive, plus ce terme qui nous vient d'ici, qui vient de l'énergie d'interaction, h bar de c sur 4πm. Mais bon, c'est une manière non divergente d'écrire les choses, mais il faut bien réaliser qu'on a caché les divergences en soustrayant ce C sur K4, qui en fait donnait une divergence positive à l'énergie cinétique et négative à l'énergie d'interaction. Alors on peut faire la même chose pour des bosons, en mettant les restrictions qu'il faut sur l'absence d'effet à trois corps. Et là, pour des bosons, bien, vous avez une structure très voisine, simplement, c'est des bosons polarisés, hein, donc vous n'avez pas de somme sur les états de spin. Et puis, au lieu d'avoir un 4 ici, vous avez un 8. Et ça, j'avais déjà dit un mot là-dessus dans le dernier cours, c'est le fait que le facteur 2 d'écart entre boson et fermion dans les définitions comme ça, c'est lié au fait qu'un fermion donné, quand il a par exemple le spin O, n'interagit qu'avec la moitié des particules, celles qui ont un spin vers le bas, alors qu'un boson, lui, il interagit avec toutes les particules, sauf lui-même, donc n-1 particules. Vous avez n face à n sur 2 dans le nombre de paires à évaluer, et donc c'est pour ça qu'il y a un facteur 2 qui vient intervenir dans les formules bosoniques et les formules fermioniques. Voilà le bilan énergétique que je voulais faire. Bien. Et bien maintenant, j'aimerais passer, donc une fois qu'on a mis en place ce formalisme, j'aimerais passer à un outil vraiment précieux pour étudier ces gaz en interaction, qui est la spectroscopie radiofréquence. Et je vais la décrire, là encore, sur un gaz de fermion, pour être sûr que ce que je vais dire, il n'y a pas de restriction à apporter. Donc, on a notre gaz, ici, avec des particules de spin vers le haut, des particules de spin vers le bas. Donc, les spins vers le haut, je les représente en rouge, les spins vers le bas en vert. Et je vais supposer que j'éclaire ce gaz
avec une onde radiofréquence. Et cette onde radiofréquence va pouvoir faire basculer l'état interne des atomes qui ont initialement un spin vers le haut vers un troisième état, donc, que je vais représenter par une petite pastille noire. Donc j'appelle oméga 0 la fréquence ou la pulsation d'un atome nu, enfin isolé, pour la transition spin O vers E. Et puis on va l'éclairer non pas avec oméga 0, mais avec oméga. Et oméga sera pas strictement égal à oméga 0. Et précisément, on va s'intéresser à ce qui se passe quand oméga n'est pas égal à oméga 0. Donc je pars d'un gaz qui a une interaction forte dans ces deux états, là, faible ou forte, donc décrit par une longueur de diffusion A au bas. L'état E que je prends ici, donc E, je le mets pour exciter, il ne faut pas se méprendre sur ce terme, ça reste un état électronique stable. C'est une radiofréquence que j'utilise, donc ça peut être un autre état Zeeman, ça peut éventuellement être un autre état hyperfin du niveau fondamental. Je ne suis pas en train de préparer mes atomes dans un état électronique excité qui aurait une durée de vie finie. Là, tous mes états ont une durée de vie infinie, je n'ai pas de problème d'émission spontanée dans ce que je vais vous décrire. Et puis, donc, au lieu d'un paramètre pour décrire les interactions, qui était donc l'interaction O, spin bas, maintenant j'ai trois paramètres possibles. Mon atome, quand il est dans l'état E, peut interagir avec les atomes de spin bas, donc je peux avoir une interaction noir-vert, et je peux aussi avoir une interaction noir-rouge. Et donc, je vais avoir trois paramètres au total. Rouge-vert, noir-vert, noir-rouge. J'envoie, j'ai dit, une onde radiofréquence. Une onde radiofréquence, il n'y a quasiment pas d'impulsion associée au photon radiofréquence. Il y en a une, bien sûr, c'est toujours h bar k égale h bar oméga sur c, mais la fréquence oméga est tellement faible que l'impulsion des photoradiofréquences est complètement négligeable. Donc le transfert qu'on fait ici, quand on passe de vert à noir, se fait sans modification du tout de l'impulsion du gaz. Je le dis par opposition à ce qu'on a vu il y a quelques semaines, quand on a regardé la diffraction de Bragg, où là on se posait le problème, quelle est la réponse d'un gaz quantique quand on lui envoie une sonde qui transfère une certaine impulsion Q et une certaine énergie h bar oméga. Là, je vais transférer une énergie h bar oméga, mais je ne vais pas associer d'impulsion, en tout cas une impulsion complètement négligeable à ce gaz. Alors, on va établir plusieurs résultats à propos de cette spectroscopie radiofréquence. Le premier résultat que j'aimerais qu'on établisse ensemble, c'est le centre de gravité du spectre. Donc on va définir dans un instant le taux de transition, gamma d'oméga, le taux de transition avec lequel donc, mes atomes dans l'état rouge peuvent absorber la radiofréquence et passer dans l'état noir. Et donc le centre de gravité du spectre, simplement la valeur du premier moment, c'est-à-dire le produit oméga gamma de oméga, divisé par ce coefficient de normalisation, l'intégrale de gamma de oméga. Et ce qu'on va trouver, c'est que ce centre de gravité du spectre s'écrit oméga 0. Oméga 0, c'est la fréquence nue, la fréquence à laquelle répondrait un atome isolé, plus un terme qui fait intervenir le contact, toujours lui, et c'est bien pour ça qu'on fait cette expérience, et puis qui fait intervenir donc les longueurs de diffusion A au bas et puis A, E bas. Donc la longueur de diffusion rouge-vert et puis noir-vert. Voilà. Donc, il s'agit d'établir ça. Alors, pour commencer, il faut que je vous dise ce que j'appelle gamma de oméga, le taux de transfert gamma de oméga. Donc, c'est un taux de transfert que je vais calculer par la règle d'or de Fermi. Donc, je vais prendre un opérateur pour décrire l'action de la radiofréquence, et puis on va ensuite traiter cet opérateur en utilisant cette théorie des perturbations dépendantes du temps. L'opérateur, bien, je l'ai écrit ici. C'est h bar oméga sur 2, ça c'est la fréquence de Rabi associée à mon onde radiofréquence, et puissance moins i oméga t, ça c'est le terme donc, dépendant du temps du champ radiofréquence, fois un opérateur grand Y. Et grand Y c'est quoi? Bien, il est écrit ici, grand Y c'est un opérateur qui prend un atome au point R, le détruit, donc c'est l'opérateur champ psi avec un spin vers le haut, donc un atome rouge, je le détruis au point R, et je recrée au même point un atome dans l'état excité. Donc c'est la version en seconde quantification de ce qu'on se représente tous de l'action d'une radiofréquence, à savoir prendre un atome dans un état interne donné et puis le mettre dans un autre état interne. Ça a l'air très sophistiqué de l'écrire comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire les calculs si on veut traiter un problème à n-core.
Voilà, donc ça c'est le terme d'absorption de la radiofréquence, et puis j'ai évidemment l'hermitien conjugué, qui est le terme où je serais dans l'état E, enfin mon atome serait dans l'état E, et puis retomberait vers l'état spin O en émettant un photon, en émettant de manière stimulée un photon radiofréquence. Donc l'approche que je vais prendre, comme je le disais, est fondée sur la règle d'or de Fermi. Cette règle d'or de Fermi, je vous la rappelle, hein, ça consiste à prendre l'opérateur Y, prendre son élément de matrice entre l'état initial du gaz, donc tous les atomes dans les états spin haut, spin bas, appliquer Y, j'arrive sur un état final phi f, donc je prends l'élément de matrice phi Y phi f, je prends cet élément de matrice au carré, et je somme sur tous les états finaux possibles. Alors je dis finaux, je sais qu'on peut dire final aussi. Bon, je dis finaux, voilà. Sur tous les états finaux possibles, fois la distribution de Dirac qui m'assure la conservation de l'énergie, si vous voulez, donc l'énergie de l'état final F moins EI, et puis EI plus h bar oméga, l'énergie d'un photon radiofréquence. Et tout ça, c'est proportionnel évidemment au carré de la fréquence de Rabi. Si je ne mets pas de fréquence de Rabi, il n'y a pas de taux de transition, bien sûr. Donc l'état initial, comme j'ai dit, c'est n atomes dans le spin O, n atomes dans le spin bas, rien dans l'état E. Et les états finaux possibles, eh bien, c'est un atome dans l'état spin O qui a disparu, donc je n'ai plus que n-1. J'ai toujours mes n atomes dans les spin bas qui sont là, et puis j'ai un atome qui est passé dans l'état E. Voilà. Donc c'est la manière dont je dois appliquer cette règle de Fermi. Voilà. Eh bien, je vous propose donc de regarder ensemble comment est-ce qu'on calcule ce spectre, ce centre de gravité du spectre. Donc là, j'ai rappelé la définition du centre de gravité et la définition de mon gamma de oméga. Et là encore, je vais le faire au tableau. Enfin, je ne vais pas tout faire au tableau, mais je vais en faire une partie juste pour qu'on voit tous ensemble comment les calculs se mènent. Alors, je vais commencer par la chose la plus facile, qui est le calcul du dénominateur. Lui, je vais le faire intégralement, parce que ça, ce n'est pas très compliqué. Je peux tout effacer pendant que j'y suis. Je crois que je vais avoir besoin de tout le tableau. Bon, je peux m'arrêter là pour l'instant. Alors, commençons par le dénominateur. Donc le dénominateur, c'est simplement l'intégrale du gamma de oméga qui est écrit ici. Donc ce dénominateur, je l'appelle D. Ça va donc être, si j'aurais écrit les choses, pi sur h bar oméga carré sur 2. Ma somme sur tous les états finaux possibles. J'attends avant de mettre l'intégrale sur oméga d'avoir quelque chose qui dépend d'oméga. Donc pour l'instant, rien ne dépend d'oméga. Donc j'ai mon phi f, y phi i, en modulo carré. Et puis ensuite, j'ai l'intégrale donc de ce delta de, alors je l'ai écrit dans ce sens-là, EF moins EI moins h bar oméga, et j'intègre simplement sur oméga. Ça, c'est le dénominateur. Oui, c'est bien tout. Alors ça, évidemment, c'est une intégrale très simple à calculer. Hein, c'est l'intégrale de delta oméga sur oméga. Donc comme j'ai un h bar ici, cette chose-là, c'est simplement égal à 1 sur h bar. Et donc, je me retrouve avec ce 1 sur h bar va éliminer le h bar qui est là, donc je me retrouve avec un pi oméga 2 sur 2, puis une somme sur les états finaux possibles. Donc là, je vais développer mon élément de matrice au carré, donc je leur écris phi y croix phi f y phi. Normalement, il faut que je mette des chapeaux sur mes opérateurs. Voilà. Et puis là, je vois apparaître une relation de fermeture, c'est-à-dire que j'ai une somme sur tout l'état F ici, avec plus aucune contrainte maintenant que la distribution de Dirac a disparu via l'intégrale. J'ai une somme sur tout l'état finaux possible, donc ça vaut l'identité. Et donc je me récupère pi oméga 2 sur 2 fois phi i y carré y croix y, pardon, phi, qu'il s'agit de calculer. Donc c'est là que je vais utiliser l'expression de mon y, l'expression en seconde quantification. Donc mon dénominateur
Donc chaque y, je vais l'écrire comme une intégrale sur donc, d3r et d3r'. Donc ça va être pi oméga 2 sur 2, donc une double intégrale sur y, sur r et sur r', donc de phi. Donc y croix, je vais avoir du psi au croix de r', psi e de r', et puis ensuite y, donc qui lui va avoir du psi, donc e croix de r, psi o de r. Voilà, et donc ça c'est moyenne dans l'état phi, avec une intégrale de d3r, d3r'. Bien, alors qu'est-ce que ça vaut ça? Eh bien, intéressons-nous à cette partie-là, sur les opérateurs création de l'état, dans l'état E, destruction de l'état E. Je pars dans l'état phi où je n'ai rien dans l'état E. Hein. Donc lui, il ne va rien mettre dans l'état E. Là, je vais créer une particule dans l'état E au point R. Et là, je vais m'empresser de détruire une particule dans l'état E au point R'. Et donc, sachant que je n'avais initialement rien dans l'état E, il faut que les particules que je détruise ici soient la même que celles que j'ai là. Sinon, ça va me donner 0. Et ça, donc, quand on le fait précisément avec les opérateurs champ, bien, ce qu'on fait apparaître simplement ici, c'est la distribution de Dirac, delta, de R moins R'. Il faut que le point où je détruise ma particule ici soit le point où je l'ai créée. Sinon, ça donne 0. Donc, je récupère une expression pour mon dénominateur qui est plus simple, qui est simplement pi oméga 2 sur 2. Donc, j'ai une des deux intégrales qui disparaît. Il me reste phi psi o de R, psi o de R, enfin, celui-là est psi o croix psi de R, phi, d3r. Et ça, c'est quoi? Bien, c'est simplement l'opérateur qui compte le nombre de particules dans l'état O au point R, et j'intègre sur tout R. Donc ça, c'est simplement pi oméga 2 sur 2 fois le nombre de particules de spin vers le haut. Voilà, donc mon dénominateur, vous voyez, il est simple à calculer, et ça vaut simplement ça. Alors je vérifie que je n'ai pas oublié, là encore, deux termes. Non, ça a l'air bon. Voilà. Bien, donc ça, c'est le dénominateur. Donc lui, je vous l'ai dit, c'est vraiment simple. Le numérateur, c'est pas aussi facile. On peut le faire, bien sûr, et je vais esquisser le calcul, et puis je ne le terminerai pas. Il est fait dans les notes, donc je me contente de montrer comment est-ce qu'on peut se ramener aussi à une expression du même type. Donc le numérateur, lui, il a un oméga en plus. Donc je vais l'écrire, pi h bar oméga 2 sur 2 fois donc somme sur l'état finaux. Donc j'ai toujours ce phi f y phi en modulo carré. Bon, je peux mettre l'intégrale sur oméga tout de suite ici. Et je dois multiplier par oméga, et je dois mettre ce delta de donc, EF moins EI moins H bar oméga. Alors le H bar qui est ici, je l'enlève pour le mettre là. Et là, je vois que j'ai une intégrale donc, de H bar oméga. C'est intégrale sur oméga, j'ai oublié de mettre d oméga. C'est une intégrale sur H bar oméga de delta de F moins EI H bar oméga. Donc ce H bar oméga là, je peux très bien le remplacer, si je veux, par EF moins EI. Ça me va donner le même résultat, puisque H bar oméga doit être égal à EF moins EI à cause de la distribution de Dirac. Alors une fois que j'ai fait ça, après l'intégrale sur oméga se fait très simplement, et je me récupère donc ce numérateur n qui va être égal à pi oméga 2 sur 2, le H bar a disparu, somme sur l'état finaux F, puis pareil, je vais développer donc je sors le F moins EI, et puis je développe mon élément de matrice au carré, donc phi Y3 phi F, Y phi, et ce terme EF moins EI ici, fois cet élément de matrice phi Y croix phi F, eh bien, je peux le réécrire sous la forme phi Y croix commutateur avec l'hamiltonien.
agissant sur phi f. En effet, quand l'hamiltonien H agit sur le phi f ici, ça me donne le F qui est là. Puis quand je prends le commutateur, donc le moins HY croix, le H agissant sur phi me donnera le moins EI ici. Donc ça, c'est une manière compacte pour écrire ce EF moins EI. Et puis ensuite, eh bien, maintenant tout va bien, parce que ma somme sur F ici, elle va porter sur ce phi f là que multiplie le quai phi f qui est là fois le bras phi f ici. Il n'y a pas d'autre phi f dans l'affaire. Et donc je vais obtenir pour mon numérateur une expression qui va être simple, qui va donc être pi oméga 2 sur 2 fois l'élément de matrice dans l'état phi de y croix commutateur avec l'hamiltonien fois y fois phi. Voilà mon numérateur. Et si vous voulez, cette chose-là, bah, c'est le pendant de ce que j'avais écrit ici pour le dénominateur. C'est une expression compacte, la valeur moyenne d'un opérateur pris dans l'état initial. Simplement, l'opérateur que je prenais là, y croix y, était simple. Là, il est un petit peu plus compliqué, puisque c'est le commutateur de y croix avec l'hamiltonien fois y. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le calculer, c'est un petit peu laborieux à faire. Mais encore une fois, c'est fait dans les notes, donc je vous renvoie vers ce calcul qui est fait dans les notes. Voilà, donc, en tout cas, vous voyez, il n'y a pas de malice dans ce calcul. C'est un calcul qui se fait bien à partir des premiers principes. Il n'y a pas de divergence supplémentaire ni quoi que ce soit. Bien, donc là, j'ai résumé le point où on en est. Donc, valeur moyenne du spectre, ici, c'est donc le numérateur que j'ai calculé au tableau. J'espère que c'est bien la bonne valeur. Je compare rapidement. Ah, j'avais un H-bar, tiens. Je vais peut-être laisser tomber un H-bar, alors. Bon, je vous laisse remettre le H-bar que j'ai pu oublier quelque part. Je suis désolé s'il y a un H-bar qui manque. Et puis là, le dénominateur qu'on a calculé explicitement, qui est donc proportionnel au nombre de particules dans l'état de spin. Oh. Et on arrive donc au résultat annoncé, qui est écrit ici. Et ce résultat annoncé, donc, est vraiment... il contient beaucoup de physique. Et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a trois interactions possibles. Il y a les interactions haut-bas, les interactions haut-E, les interactions bas-E. Les vert rouge, vert noir, vert et rouge noir. Et vous voyez que là, il n'y en a que deux qui interviennent. L'interaction entre le spin vers le haut et l'état E n'intervient pas. C'est à première vue surprenant, mais en fait, quand on réfléchit bien, c'est assez normal que l'interaction rouge-noir n'intervienne pas. Imaginons qu'il n'y ait pas d'atomes dans l'état vert, pour simplifier. Imaginons que je n'ai que mes atomes dans l'état rouge. À ce moment-là, j'aurai un gaz de Fermi polarisé. Donc je sais que l'énergie d'interaction serait nulle, parce qu'il n'y a pas d'interaction onde S entre des fermions polarisés. Maintenant, je mets ma radiofréquence. Ma radiofréquence va me faire basculer quelques atomes de l'état rouge vers l'état noir. Mais en fait, quand je dis ça fait basculer quelques atomes de l'état rouge vers l'état noir, c'est un abus de langage, c'est faux. En fait, chaque atome bascule de l'état complètement rouge vers un état qui est un état superposition de rouge plus noir. C'est ce que j'ai écrit ici, c'est le cosinus θ spin O plus sinus θ E. La radiofréquence agit de la même façon sur tous les atomes, et ce qu'elle va prendre, c'est donc ce spin des atomes et le faire tourner pour l'amener quelque part comme combinaison linéaire de spin O et E. Mais en faisant ça, je conserve une assemblée de fermions polarisés. Simplement, au lieu d'être tous polarisés dans l'état spin vers le haut, ils sont polarisés dans un état un petit peu différent. Mais ils restent polarisés. Et donc, ils n'interagissent pas. Donc, la force d'interaction entre un atome dans l'état E et un atome dans l'état O n'a pas de raison d'intervenir dans mon résultat. Si j'attendais vraiment longtemps qu'il y ait des processus de décohérence qui fassent qu'au bout du compte, j'obtiens un mélange statistique entre le gaz d'atomes rouges et puis le gaz d'atomes noirs. Là, à ce moment-là, j'aurai une interaction. Mais au moins au début, au temps court, tant que je maintiens ma superposition cohérente, eh bien, il n'y a pas de raison que cette énergie d'interaction intervienne. Donc c'est finalement, même si c'est surprenant, quand on y réfléchit un petit peu, c'est logique que seules interviennent ces deux longueurs de diffusion-là. Voilà. Bien, donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La seconde, c'est que quand vous regardez cette formule-ci, toujours, que j'ai reportée, et si vous vous dites, prenons une limite simple, enfin a priori simple, qui est que les atomes dans l'état E n'interagissent pas non plus avec les atomes verts, là, parce que j'ai choisi ma longueur de diffusion pour qu'elle vaille 0. Eh bien, si la longueur de diffusion noir-vert, c'est-à-dire E spin bas, tend vers 0,
1 sur A tend vers l'infini, et donc je me retrouve avec un spectre qui a une valeur moyenne infinie, ce qui est un peu surprenant a priori. Et donc il s'agit d'expliquer ça. Et là encore, c'est le contact qui va nous servir. Quand on réfléchit d'où ça vient, cette divergence, a priori surprenante, dire que l'état E n'interagit plus avec les atomes verts, pourquoi est-ce que le spectre diverge? Eh bien, c'est parce qu'il y a dans notre gaz en interaction, il y a l'apparition d'une aile dans le gamma de oméga, une aile en oméga moins oméga 0 puissance moins 3,5. Alors cette aile-là, elle ne fait pas diverger le dénominateur, lui. L'intégrale de 1 sur x puissance 3,5, ça converge à l'infini. Mais en revanche, quand vous prenez le premier moment, vous remultipliez par x, donc vous avez une intégrale de 1 sur x puissance 1,5, et ça diverge à l'infini. Alors d'où vient cette aile? D'où vient cette aile en oméga moins oméga 0 puissance 3,5? Eh bien, elle va venir de nos paires d'atomes en interaction, des paires d'atomes très proches l'une de l'autre, caractérisées par le contact. Donc, comment comprendre ça? Déjà, on peut se dire que quand oméga moins oméga 0 est grand, de toute façon, un atome isolé, comme l'atome 5 ici, puisque je m'intéresse aux atomes rouges, comme l'atome 5 ou l'atome 7, ceux-là, ils ne vont pas réagir à la radiofréquence. La radiofréquence est loin de résonance, et donc les atomes isolés ne voient pas la radiofréquence. En revanche, l'atome 1, qui est très proche d'un partenaire de spin opposé, donc la paire 1,2, là, eh bien, lui va pouvoir voir la radiofréquence. Et on va donc regarder comment est-ce qu'il voit la radiofréquence et quelle est la conséquence de cette radiofréquence. Donc j'ai ma paire d'atomes 1,2 qui est en train d'interagir. Alors ça, il peut avoir formé un dimère lié, si vous voulez, ou alors ça peut être un état de diffusion, mais ils sont très proches l'un de l'autre. Dire qu'ils sont très proches l'un de l'autre, c'est dire qu'ils ont, comme on l'a vu tout à l'heure, une très grande énergie cinétique positive et une très grande énergie d'interaction négative. Par très grand, j'entends linéaire en Kmax. L'énergie totale, elle est normale, elle est faible. Enfin, je veux dire, c'est les énergies typiques à très basse température. Donc, j'ai initialement cette paire-là avec une énergie totale voisine de 0, mais une très grande énergie cinétique et donc également une très grande énergie potentielle, et mon photon RF qui arrive. Ce photon RF va basculer l'état de l'atome rouge vers le noir. Et je m'intéresse à la situation où le noir n'interagit pas avec le spin vers le bas. Donc l'énergie d'interaction est brusquement amenée à 0, et je me retrouve avec une paire d'atomes noirs-verts, et ces atomes, tout ce qui leur reste, c'est leur énergie cinétique, qui, comme je dis, est très grande. Donc ils vont s'en aller l'un de l'autre avec une grande impulsion. Et si je fais un bilan énergétique, eh bien, j'ai initialement donc, mon énergie EI qui est relativement faible, et l'énergie EF, eh bien, c'est l'énergie liée au fait que j'ai changé l'état interne de l'atome, donc j'ai H bar oméga 0, plus 2 fois l'énergie cinétique de chaque atome, enfin plus l'énergie cinétique de chaque atome, donc 2 fois H bar 2 K2 sur 2m. Et j'ai donc ce delta qui va intervenir dans ma distribution de Dirac pour décrire ces paires. Et ça, eh bien, je prétends que ça va donner très naturellement ce comportement en oméga moins oméga 0 puissance 3,5. Alors, plus précisément, comment est-ce que ça va intervenir? Le gamma de oméga, donc c'est une somme sur tous les états finaux possibles. Il faut vraiment que je choisisse un jour. Et donc, ça fait intervenir, puisque je prends le point de vue impulsion, le nombre d'atomes dans l'état de spin vers le haut d'impulsion K initiale, donc présent sous cette forme-là, fois ce delta que je viens de trouver. Et ça, si vous injectez la loi en 1 sur K4, eh bien, vous trouvez tout de suite le oméga moins oméga 0 puissance 3,5. Alors, juste pour, encore une fois, être sûr que vous me faites tous confiance, enfin, vous n'avez pas à me faire confiance, justement, que cette chose-là se trouve facilement. Là, c'est vraiment un calcul en 2 lignes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis donc amené à faire une intégrale, si je prends ce qui est écrit au-dessus, de quelque chose qui est en 1 sur K4, c'est le n spin vers le haut de K. Ensuite, j'ai ce delta, donc si je mets tous les termes en facteur, ça va être un delta de K2 moins, alors ça va être du m oméga moins oméga 0 sur h bar. Et puis ensuite, j'ai le jacobien K2 dk. J'oublie les 4 pi et j'oublie tous les autres coefficients. Ce qui m'intéresse, c'est juste de trouver la loi de puissance. Bien, cette distribution de Dirac-là, je peux la réécrire comme un delta de K moins racine de m oméga moins oméga 0 sur h bar, divisé par la dérivée de la fonction qui est 2K. Et je me récupère donc au dénominateur du K4 plus du K, donc du K5, et au numérateur du K2.
Donc je vois apparaître l'intégrale 1 sur K3 delta de donc, K moins racine de M oméga moins oméga 0 sur H bar. Je ne vais pas effacer assez. Voilà, intégrale dk. Et ça, naturellement, ça va me donner du H bar sur, donc sur M, je ferme ma parenthèse, oméga moins oméga 0, puissance 3,5. Donc l'aile qui apparaît, qui fait diverger le centre de gravité du spectre, c'est cette aile en oméga moins oméga 0 puissance 3,5, qui est, comme vous le voyez, une conséquence directe du K4 du contact. Donc comme là, vous aviez le contact, vous avez aussi le contact qui vient se mettre en face de cette aile. Et donc la mesure de cette aile est une mesure directe du contact. Voilà. Bien. Eh bien, maintenant, je vais revenir définitivement sur les diapos. J'aimerais vous décrire un certain nombre d'expériences. Donc, les premières que j'aimerais décrire portent sur le gaz de Fermi, et donc précisément sur cette spectroscopie radiofréquence. Alors, les premiers spectres radiofréquences ont été faits dès 2010, dans la même série d'expériences du groupe de Debye-Jean que j'ai décrite la dernière fois à propos de la distribution d'impulsion. Ils ont fait également des mesures de ce spectre radiofréquence. Donc, c'est des manips faites sur du potassium 40, je vous rappelle, je ne rentre pas dans tous les détails. Les états bas et hauts étaient les états moins 9,5 et moins 7,5 de l'état fondamental. Et l'état E, eh bien, simplement l'état Zeeman suivant, l'état moins 5,5 de l'état Zeeman, du sous-niveau sous-niveau hyperfin, qui a un moment cinétique 9,5. Donc, c'est des manips qui, pour celles que je vais décrire ici, étaient faites à très basse température, enfin 0,1 température de Fermi. Et le spectre radiofréquence, donc je ne redécris pas tout le protocole que j'avais décrit en détail la dernière fois, le spectre radiofréquence en fonction de ce H bar oméga moins oméga 0 ici, est tracé là. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est quand on multiplie par nu puissance 3,5 ici, pour chercher donc un plateau, eh bien, on voit effectivement un grand plateau dès que oméga moins oméga 0 devient de l'ordre de quelques énergies de Fermi. Donc dès qu'on ne va pas sonder des atomes individuels qui ont une énergie typique de Fermi, mais qu'on va effectivement sonder des paires très proches l'une de l'autre, donc à quelques énergies de Fermi, eh bien, on voit ce plateau apparaître qui donne accès donc au contact. Et sur ce graphe-là, eh bien, le groupe de Debye-Jean avait mis ensemble les différentes mesures du contact qu'ils ont faites. Donc celle qu'on a vue la dernière fois fondée sur la mesure de la distribution d'impulsion, C sur K4, celle sur le spectre radiofréquence que vous voyez ici, mais faite pour différentes valeurs de la longueur de diffusion. Donc ici, ce que vous avez, c'est 1 sur KFA, la résonance est juste en 0 ici. Et puis une troisième série de mesures faites sur la spectroscopie de photoémission que je ne vais pas décrire là. Et donc toutes ces mesures se mettent sur une seule et même courbe, ce qui montre bien l'universalité du concept de contact. Et la courbe théorique ici était la prédiction de l'article de Werner, Taruel et Castin dont je parlais la dernière fois. Il y a eu des expériences beaucoup plus récentes qui ont été faites, à la fois au MIT et puis à Swinburne en Australie. Là, je vais vous décrire les expériences du MIT dans le groupe de Martins-Wirlein. Toujours cette mesure du contact, toujours cette mesure faite avec un spectre radiofréquence, en regardant l'aile du spectre de radiofréquence. Dans ces manips de Martins-Wirlein au MIT, ils se sont placés à résonance. Donc c'est un gaz de lithium-6, ce n'est pas du potassium, c'est du lithium, mais bon, si on croit à l'université de ce formalisme, ça ne compte pas beaucoup, ça. Ils se mettent à résonance et ils mesurent donc ces spectres à la fois dans un régime chaud, donc là vous avez une température qui vaut 2 fois la température de Fermi, donc c'est un gaz quasiment non dégénéré, et puis ensuite, eh bien, on baisse la température pour atteindre les températures les plus basses qui sont de 0,1 température de Fermi. Et donc là, il y a beaucoup d'informations dans cette série de spectres radiofréquences. Une première information qui saute aux yeux, c'est la position du centre du spectre, qui est à peu près en 0 jusqu'aux alentours de 0,6 pour la T sur TF, température de Fermi, température divisée par température de Fermi, puis ensuite se décale de 0. Et ça, le groupe du MIT explique que c'est lié à l'énergie des paires de Cooper qui commence à se former aux alentours de 0, T sur TF égale 0,6, et également à l'énergie de Hartree. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des détails du gaz de Fermi qui ne sont pas le propos de ce cours. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'aile qui donne accès au contact, qui est là. Cette aile, vous la voyez mieux sur ce graphe-là, donc c'est exactement le même profil, simplement il est tracé cette fois-ci en coordonnées semi-logarithmiques. Donc ici, vous avez
ici non, pourquoi j'ai toujours ce milieu logarithmique? C'est des coordonnées log-log. Donc c'est 1 sur oméga moins oméga 2 puissance 3,5, c'est une droite là. Pardon, c'est des coordonnées logarithmiques. Et donc vous voyez, c'est elle ici. Donc en fait, la prédiction oméga moins oméga 0 puissance moins 3,5, c'est le pointillé ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle ajuste bien les données ici. Et puis quand on va vraiment vers les très grands désaccords, à ce moment-là, ça décroît un petit peu plus vite. Et ça se comprend très bien. C'est lié au fait qu'il y a quand même un petit peu d'interaction dans ce système entre les atomes dans l'état excité, enfin l'état final de la radiofréquence, et puis le spin vers le bas. Et donc ces interactions viennent apporter quelques corrections à l'aile, et c'est ce que représente la courbe noire ici. En tout état de cause, donc, on peut extraire le contact de cette valeur, et le contact trouvé donc, à très basse température et à résonance vaut, dans cette manip, 3.1 fois grand NKF, dont je vous avais expliqué la dernière fois que c'était l'unité naturelle pour mesurer le contact dans cette situation. C'est bien une quantité à la fois extensive et qui a la dimension de l'inverse d'un vecteur d'onde. Et l'échelle de vecteur d'onde, c'est le moment de Fermi, bien sûr, KF, dans ce cas-là. Bien. Alors, le groupe du MIT a fait cette expérience, non pas comme vous l'avez vu, non pas seulement à température très basse, mais à plein de températures. Et donc, les valeurs qu'ils ont mesurées pour le contact C, mesurées en unité de NKF, en fonction de la température T sur TF, sont reportées ici, ce sont les points rouges. Donc, vous avez un comportement qui est donc assez doux ici, jusqu'à ce qu'on atteigne la superfluidité, qui est aux alentours de T sur TF égale 0,15, ici 0,18, et puis après une augmentation assez rapide du contact pour atteindre une valeur de l'ordre de 3 que je mentionnais à l'instant. Le groupe d'Australie de Swinburne a fait une mesure similaire au même moment, c'est paru dans le même numéro de Physical Review Letters, en publication côte à côte. Voilà les résultats en bleu, les résultats du groupe d'Australie. Vous voyez que ça ressemble beaucoup au point rouge du groupe du MIT. Eux n'ont pas utilisé le spectre radiofréquence, c'était plutôt une mesure du facteur de structure dynamique. Mais bon, les résultats sont très voisins, avec là encore une limite à 3 ici. Les données théoriques les plus fiables sont celles obtenues par Rossi et al. Et j'ai un des auteurs dans la salle, Félix Werner, ici, qui était le dernier auteur de cette publication. Elles sont reportées ici. Ce sont les triangles pointe en bas, ici. Donc ça reproduit vraiment bien les données. Enfin, il y a peut-être un très léger décalage. Ici, ils sont représentés par les petits diamants, là, ou les losanges, ici. Là encore, ça reproduit très bien les données. C'est des données qui, si je comprends bien, sont en dehors du régime superfluide. Félix, c'est bien ça. Donc, ne touchez pas au régime superfluide dans ces traitements donc de méthode diagrammatique Monte-Carlo. Voilà. Mais donc, je dirais, il y a, au moins dans le régime normal, il y a un très bon accord entre théorie et expérience, et puis les expériences convergent vers cette valeur de l'ordre de 3. Eux ont rajouté un point qui est le point orange là et le point vert là. Ce sont les mêmes données, les mêmes mesures. C'est des mesures que je vais vous décrire maintenant, qui ont été faites dans le groupe de Christophe Salomon et de Frédéric Chevy à l'école normale, et qui sont fondées sur des paires d'atomes, qui donnent donc des valeurs, elles aussi, très semblables. Alors justement, cette mesure, donc le point orange ou le point vert, là, de quoi s'agit-il? C'est des mesures qui avaient été faites 2 ans avant, donc dans ce groupe de l'école normale, qui consiste à prendre là aussi un gaz de lithium-6 à résonance, basse température, et puis ajouter une petite pincée de lithium-7. Donc quelques impuretés dans le gaz, et ces impuretés, vous allez le voir, jouent un rôle bien particulier et vont initier des pertes dans le gaz. Comment ça se passe, ça? Eh bien, ça se passe de manière suivante. On a vu que le contact était lié au fait qu'on pouvait avoir un atome spin haut et un atome spin bas très proches l'un de l'autre. Mais ça, avec des fermions, il n'y a pas de risque de perte, parce que pour avoir des pertes et former des dimères et puis perdre des atomes, il faut qu'il y ait un troisième corps qui arrive. Et tant que j'ai affaire qu'à des fermions de spin 1,5, eh bien, je ne peux pas avoir de troisième corps très proche à cause du principe de Pauli. Mais si maintenant je mets mes impuretés, donc que j'ai représentées en bleu cette fois-ci, mon lithium-7, lui, il n'a pas de souci, il peut s'approcher très près de 1 et 2, et à ce moment-là, eh bien, je peux avoir formation d'un dimère fortement lié entre mes 2 atomes de lithium-6, et puis l'énergie qui est libérée lors de la formation de ce dimère, eh bien, elle est emportée par le troisième corps, enfin par le dimère d'un côté, puis le troisième corps de l'autre. Donc je peux avoir comme ça une formation de dimères fortement liés. Et comme ils sont fortement liés, eh bien, leur énergie est assez grande,
enfin, elle est de l'ordre de h bar 2 sur mb2, où b est la portée du potentiel. Et donc l'énergie de mon troisième corps, ici, après la formation, est grande, et ce troisième corps s'échappe du piège. Donc il est perdu, et c'est ça qu'on va mesurer. On va mesurer combien est-ce qu'on perd d'impuretés. On met initialement, donc je vous dis, quelques impuretés, puis on va regarder à quelle vitesse on les perd, et ça nous renseignera sur la probabilité d'avoir un rouge et un vert proches l'un de l'autre, donc la mesure du contact. Donc je vous passe toute la théorie. Cette théorie, finalement, pour cette perte, elle est très très proche de ce qu'on a vu sur la mesure du spectre radiofréquence. Donc ça fait intervenir des opérateurs qui, cette fois-ci, ont 3 opérateurs destruction de particules, qui sont les 3 atomes initiaux, et puis 3 opérateurs création. Je recrée mon impureté là où je l'avais détruite, et puis je crée le dimère à la place des 2 atomes de spin vers le haut et spin vers le bas. Bon, le formalisme n'a rien de bien compliqué une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnaient. Je passe donc sur les détails, et comme vous l'avez compris, ce qu'on va arriver, c'est à mesurer ce taux de perte d'impureté, et ce taux de perte d'impureté va faire intervenir le contact C, plus un préfacteur. Ce préfacteur, il contient la physique de formation du dimère, cette fonction G que j'ai mise ici, que je ne détaille pas. Et donc cette fonction G, on ne la connaît pas, mais simplement, l'idée, ça va être de la calibrer sur une situation où on connaît bien le contact. On va prendre un gaz non dégénéré, en faible interaction, donc là, on connaît bien le contact. Et une fois qu'on aura bien calibré cette quantité gamma qui intervient là, eh bien, on ira se mettre là où ça devient intéressant, c'est-à-dire en interaction forte, à basse température. La fonction G ne va pas changer ici, hein, c'est toujours de la physique du dimère fortement liée, et la seule chose qui va changer, c'est ce qu'on cherche à mesurer, c'est le contact C. Voilà. Donc, on calibre d'abord gamma dans un régime où C est bien connu, et puis ensuite, on va mesurer C là où c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, on attend donc un taux de perte gamma qui fait intervenir le contact C. Ce contact C, eh bien, je le répète une nouvelle fois, son loi d'échelle, c'est le nombre de particules n fois le vecteur de Fermi Kf. Et si vous préférez, grand N, c'est L cube fois la densité. Le vecteur de Fermi Kf, il varie comme la densité puissance 1 tiers. Ça, on l'avait vu tout au début quand on avait révisé le gaz de Fermi. Et donc, le gamma qu'on attend, il varie comme n puissance 4 tiers. Et effectivement, quand on varie la densité du gaz dans l'expérience de l'école normale et qu'on mesure gamma, eh bien on voit bien cette loi en n puissance 4 tiers qui figure là. Et le contact, eh bien on l'obtient directement en fonction du coefficient qui sert à ajuster les points expérimentaux par une loi en puissance 4 tiers. Et c'est comme ça qu'on trouve un contact sur NKF qui vaut, encore une fois, le 3.1, c'est le point orange que j'avais mis tout à l'heure, enfin il était orange et vert selon le groupe MIT ou Australie, mais ça confirme une fois de plus la valeur du contact à l'unitarité pour un gaz de Fermi ultra froid. Voilà. Dernière chose que je voulais décrire, c'est le contact en onde P. C'est ce que je voulais décrire pour les fermions. Alors, on s'est consacré jusqu'à maintenant au contact en onde S en faisant interagir 2 fermions dans un état de spin opposé. On sait qu'il n'y a pas que des collisions en onde S. Quand on traite un processus de collision, si j'ai un potentiel qui est invariant par rotation, eh bien je sais que le moment cinétique étant conservé, j'ai des canaux de moment cinétique de collision qui sont l'onde S associée à L égale 0, puis l'onde P associée à L égale 1, puis les ondes de moment cinétique plus élevés. Et l'amplitude de diffusion totale, f de k θ, c'est une somme sur tous les états possibles de moment cinétique L, avec Fl, l'amplitude de diffusion associée au canal de moment cinétique L. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse d'abord à l'onde S ? Eh bien parce que c'est elle qui est la plus importante à basse température, je vais revenir dessus dans un instant. Mais si je prends des fermions polarisés, ce qui va être le cas de l'expérience que je vais décrire dans un instant, eh bien, ce canal L égale 0 est interdit parce que pour des fermions polarisés, comme la fonction de totale doit être antisymétrique, et si je prends mes spins dans le même état, eh bien, c'est la fonction de orbitale qui doit être antisymétrique, et ça ce n'est pas possible avec un moment cinétique nul. Donc, si je prends des fermions polarisés, je ne peux pas avoir d'onde S, donc il faut que je m'intéresse au problème de l'onde P, éventuellement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant seulement l'onde S ? Eh bien, parce que dès que vous prenez des ondes partielles de L non nulles, donc l'onde P, l'onde D, etc., vous avez, en plus du potentiel réel qui fait interagir les atomes, c'est-à-dire un potentiel avec une L en Van der Waals, ce potentiel réel que j'ai dessiné en pointillé ici, eh bien, vous avez une barrière centrifuge qui apparaît.
de H bar 2, LL plus 1 sur 2mR2. Cette barrière centrifuge, je l'ai dessinée comme ça. Voilà. Et quand on fait la somme du potentiel réel et de la barrière centrifuge, quand L est non nulle, eh bien on obtient le résultat que j'ai représenté en rouge. Et à longue distance, c'est toujours la barrière centrifuge qui gagne, parce que elle décroît comme 1 sur R2, alors que l'interaction de Van der Waals décroît comme 1 sur R6. Donc à longue distance, c'est toujours la barrière centrifuge répulsive qui gagne. Et si je prends des atomes de très basse énergie, ici, eh bien, mes deux atomes vont s'approcher et ils vont essentiellement rebondir ici sur la barrière centrifuge et puis repartir à l'infini, sans jamais aller voir une zone où le potentiel réel est dominant. Donc tout se passe comme s'il n'y avait pas de potentiel réel, et donc, en l'absence de résonance de diffusion, que je vais décrire dans un instant, eh bien, finalement, les ondes, les canaux correspondant à un moment cinétique non nul sont complètement inopérants, parce que les atomes rebondissent dans une zone où les atomes n'ont pas vu le potentiel. Alors, ça c'est vrai, sauf si, par chance ou par malchance d'ailleurs, disons, avec une certaine probabilité, vous avez ici un état casilier dans ce puits. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, votre paire d'atomes va pouvoir passer par effet tunnel à travers cette barrière, aller se mettre dans cet état casilier où il peut pouvoir rester un certain temps, puis ressortir, toujours par effet tunnel, et repartir vers l'infini. Donc ce passage dans le puits de potentiel dans cet état casilier va introduire un déphasage de l'onde incidente et va donc contribuer à la diffusion. Et là, à ce moment-là, les atomes voient qu'il y a un potentiel réel entre les atomes. Donc, on peut s'attendre, si on prend des fermions polarisés, déjà à ne pas avoir de diffusion dans l'onde L, et si on prend soin d'aller mettre un état casilier ici, eh bien de voir une section efficace importante. Alors, pour vous préciser comment est-ce qu'on est en droit d'attendre dans ce cas-là, eh bien, il faut que je compare l'onde S et l'onde P un peu plus précisément sur les amplitudes de diffusion. Donc pour l'onde S, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, ce qu'on a retrouvé tout à l'heure pour le pseudopotentiel, eh bien, c'est que l'amplitude de diffusion, plus précisément son inverse, 1 sur F, se met sous la forme moins 1 sur A, qui est donc la longueur de diffusion, au signe près, c'est le terme dominant aux petites impulsions K, plus un terme, donc ce terme-là est en K puissance 0, plus un terme qui est en K puissance 1, qui lui est non négociable. Lui, il est imposé par l'unitarité de la mécanique quantique, il vaut toujours la même chose, il est imaginaire pur, et c'est moins IK. C'est le théorème optique, lui, je n'ai pas le choix. Et puis ensuite, j'ai des termes qui vont être en K2, K3, qui font intervenir des termes de portée effective, mais par exemple ne sont pas là, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas là pour le pseudopotentiel. Donc, en gros, j'ai un seul paramètre nécessaire pour décrire ma collision, sauf cas particulier sur les termes de portée effective, c'est la longueur de diffusion, et donc je le mets dans ma fonction thermodynamique, dans mon potentiel thermodynamique, et j'ai un contact qui lui est associé. Quand je bascule en onde P, et que je fais ce même développement de 1 sur F en puissance de K, eh bien, je trouve que le terme dominant est en K puissance moins 2. Là où j'ai commencé à K puissance 0 ici, là j'ai un K puissance moins 2. Alors, par homogénéité, ce que je dois mettre en face comme coefficient, c'est un terme qui est un volume, enfin, c'est un coefficient qui est un volume V, qu'on va donc appeler volume de diffusion, tout comme il y avait une longueur de diffusion en onde S, il va y avoir un volume de diffusion en onde P. Et puis ensuite, j'ai un terme qui est sous-dominant, qui est un terme d'ordre 0 en K, donc exactement la même structure que le terme que j'avais pour ma longueur de diffusion ici, que je vais appeler KE, que je note KE sur 2, et donc que je peux appeler moment effectif, si vous voulez. Et puis après, j'ai ce terme non négociable qui est lié au terme optique, le moins IK. Et vous voyez qu'avant que j'arrive au théorème optique, au terme moins IK, eh bien j'ai deux paramètres qui sont venus se mettre au lieu d'un. C'est le volume de diffusion d'une part et ce moment effectif KE d'autre part. Et donc, je m'attends à ce que je sois obligé de décrire ma diffusion par deux contacts et par un, puisque je dois mettre deux paramètres, le volume de diffusion et KE, dans cette fonction thermodynamique. Alors, c'est effectivement ce qui a été vu, dans le groupe de Joseph Thewissen à Toronto. Ça a été vu il y a quelques années maintenant. Ils ont fait des mesures sur un gaz de potassium, toujours, potassium 40. Cette fois-ci, c'est un gaz polarisé, donc pas d'interaction en onde S, pas de contact en onde S. Et ils ont cherché deux signatures du contact, donc des contacts, je devrais dire, pas des contacts en onde P. D'une part, toujours la description d'impulsion, et d'autre part, le spectre radiofréquence. La description d'impulsion, pour commencer. Eh bien, vous avez un terme qui va être en 1 sur K4, comme pour l'onde S, c'est le terme qui vient du CKE, du moment effectif, mais vous avez un terme qui converge moins vite, qui est en 1 sur K2,
qui est lié au volume, au contact de volume de diffusion. Plus précisément, si vous allez regarder, non pas en K, mais en point de vue position, ce qui se passe, votre fonction de radiale, qui de R, elle varie comme 1 sur R2 au voisinage de l'origine, et pas comme 1 sur R, comme j'avais pour l'onde S. Donc cette divergence en 1 sur R2 pour la fonction radiale, si je prends l'amplitude de probabilité qui est associée, donc ce sera un transfert de Fourier de 1 sur R2, ce sera 1 sur K, et si je prends donc le module carré de l'amplitude de probabilité pour avoir la description de l'impulsion, le module de 1 sur K au carré, c'est 1 sur K2. Donc vous avez un terme en 1 sur K2 qui apparaît, ce qui vous dit d'ailleurs incidemment que la distribution en impulsion n'est même pas normalisable dans ce cas-là, si vous ne mettez pas le vrai potentiel pour régulariser tout ça. Donc ça, c'est la première chose qu'ont cherché le groupe de Toronto. C'est une composante en 1 sur K2 et une composante en 1 sur K4 dans la distribution d'impulsion. Et puis de manière équivalente, ils sont allés regarder le spectre radiofréquence et ils ont retrouvé la composante en oméga puissance 3,5, moins 3,5 qu'on avait tout à l'heure, liée au 1 sur K4, et une composante en oméga puissance 1,5 liée au terme en 1 sur K2. Et donc là, je vous donne les résultats pour les deux contacts. Donc le premier contact, celui qui est lié au volume de diffusion, eh bien, voilà sa variation. Alors, ce qui varie ici, c'est un champ magnétique. Et varier ce champ magnétique, ça permet de varier la position de l'état Casilier qui est dans ce petit puits de potentiel ici. Donc vous avez ici, c'est plus intéressant que le champ magnétique, c'est ici la valeur de l'énergie de cet état Casilier en fonction de l'énergie de Fermi. Donc l'énergie de Fermi, c'est cette bande-là jaune, ici. Et la valeur de ED, donc ici ED est négatif, donc il est quelque part par là. Quand on est à 3, 4, eh bien, il est très au-dessus ici, donc il ne va pas jouer de rôle. Et on voit qu'on a un contact lié à ce volume de diffusion qui est non nul dans la partie où ED sur EF est entre 0 et 2, en grosso modo. Donc quand on a mis l'état de diffusion là où on l'attend, là où il peut jouer un rôle, là où il peut être peuplé par les collisions entre paires de particules, ici, donc dans cette bande jaune. Donc ça, c'est le premier contact. Et ils ont également mesuré le deuxième contact, donc celui qui est lié à ce moment effectif, KE, qui est appelé ici CR, mais je ne rentre pas dans les détails, qui lui, pareil, est nul dans toute cette partie négative, et il prend des valeurs significatives quand ED sur F est de l'ordre de 1 ou 2, ici. Voilà. Donc ça vous montre comment aller au-delà de l'onde S en introduisant, donc, c'est non pas un contact, mais deux contacts. Bien. Je termine dans les quelques minutes qui restent par quelques éléments sur le contact à deux corps pour le gaz de Bose. Alors, pour le gaz de Bose, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur le gaz de Fermi, il va falloir apporter pas mal de restrictions. Et la première distinction qu'il faut faire, c'est sur la force des interactions. Est-ce qu'on a des interactions faibles, c'est-à-dire Na cube petit devant 1, ou des interactions fortes, Na cube grand devant 1, enfin supérieur à 1, d'ordre 1 ou supérieur à 1. Alors commençons par les interactions faibles. Si les interactions sont faibles, 2 sous K, est-ce que A est positif ou est-ce que A est négatif? Si A est positif, à ce moment-là, tout est simple, entre guillemets, la stabilité en champ moyen est assurée. On a vu ensemble, dans un cours antérieur, que je n'avais pas trop à me soucier des pertes à 3 corps, dans le sens suivant, c'est-à-dire que pour que je fasse des mesures, il faut évidemment que mon système soit à l'équilibre thermodynamique, puisque je vous parle de variables thermodynamiques, et il y a bien sûr des pertes à 3 corps dans un système de bosons, mais ces pertes à 3 corps arrivent à une échelle de temps qui est bien supérieure à celle qu'il faut pour atteindre l'équilibre thermodynamique. Donc, les pertes à 3 corps ne sont pas un problème. Et par ailleurs, toujours si A est positif, je n'ai pas d'effet Efimov si je suis assez loin d'une résonance de Fano-Feshbach. Donc, je dirais je suis en bonne place pour appliquer la théorie du contact. Et on peut le faire, on va en voir un exemple dans un instant. On peut relier donc les deux régimes extrêmes, condensat quasi pur d'un côté et gaz non dégénéré de l'autre. Maintenant, toujours dans le régime des interactions faibles, mais si je prends un négatif, là, c'est plus compliqué. Si je suis à très basse température dans un gaz dégénéré, là, je sais que mon gaz va imploser. C'est le régime à 3 dimensions, c'est le régime Bose-Nova qu'on avait vu. Donc, j'ai un équilibre thermodynamique qui est possible si et seulement si je suis dans le cas non dégénéré, et c'est là seulement qu'on peut dire des choses. Et maintenant, si je passe dans le cas des interactions fortes, Na cube supérieur à 1, alors là encore, si je veux atteindre un équilibre thermodynamique sans être embêté par les recombinaisons à 3 corps, il faut que je me limite au cas non dégénéré. Donc, je ne peux pas aller chercher des condensats, par exemple, dans ce cas-là. Et par ailleurs, si je me rapproche d'une résonance de Fano-Feshbach, là, l'effet Efimov
rentre en jeu et il faut introduire le contact à 3 corps pour prendre en compte cet effet Efimov, ce que je ne ferai pas dans ce cours. Donc là, j'ai résumé ce qu'on peut dire sur le gaz de Bose. Donc j'ai fait 2 lignes, une ligne hors résonance et puis une ligne à résonance, et 2 colonnes, gaz très dégénéré, disons température nulle pour simplifier, et gaz non dégénéré. Donc la case la plus simple, c'est le cas hors résonant, température nulle. Ça, c'est le condensat de Bose-Einstein qu'on a étudié ensemble. On peut se mettre dans le régime de champ moyen pour regarder le terme dominant. On connaît l'énergie, on l'avait trouvé ensemble, c'est 1,5 de petit g fois petit n grand n, densité fois nombre de particules, où g c'est 4 pi h bar 2 a sur m. Donc le contact, je l'obtiens simplement en prenant la dérivée de l'énergie par rapport à la longueur de diffusion, et je tombe naturellement sur cette valeur que j'ai écrite là, 4 pi a au carré fois petit n grand n. Si je reste sur la même ligne, donc toujours hors résonance, loin d'une résonance de Fano-Feshbach, interaction faible, mais que je passe dans le canon dégénéré, eh bien ça aussi, on l'a vu ensemble, l'énergie est multipliée par 2, ce facteur 2, c'est simplement l'effet Hanbury-Brown et Twiss, donc l'énergie multipliée par 2, le contact va aussi être multiplié par 2, donc ce cas-là est très simple. Maintenant, si je vais mettre à résonance, et que j'oublie donc les effets à 3 corps, je parle du contact à 2 corps ici, donc le cas à résonance, température nulle, je vous ai dit, celui-là, on ne sait pas l'étudier, parce qu'on ne sait pas produire un gaz à l'équilibre qui n'aurait pas des collisions à 3 corps, enfin des pertes à 3 corps importantes. Donc c'est pour ça que la zone est grisée ici. Je voulais simplement donner la loi d'échelle qu'on attendrait si on savait, par miracle, empêcher ces collisions à 3 corps. Et puis si on est dans le cas non dégénéré, à ce moment-là, le calcul est faisable. Il est fait dans les notes. L'idée, c'est d'utiliser dans le cas non dégénéré le terme du viriel, enfin le développement du viriel, pardon, pas le théorème, le développement du viriel qu'on a vu ensemble dans le premier cours. Et en utilisant ce développement du viriel, donc on avait pu calculer l'énergie ensemble, donc on sait aussi calculer la dérivée de l'énergie, le contact, et on trouve ce résultat-là. Donc je vous renvoie aux notes de cours si vous voulez voir comment les choses se passent. Bien, alors je vous donne un exemple de mesure qui a été fait là encore dans le groupe de Debye-Jean. Ça a été une des mesures qui ont été faites en 2012. C'est des mesures qui ont été faites sur un condensat de rubidium 85. C'est des mesures qui ont été faites uniquement dans le cas dégénéré, donc disons un condensat de Bose-Einstein pur, pour simplifier, avec une longueur de diffusion qu'on peut varier grâce à une résonance de Feshbach. Donc là, ils sont variés à la longueur de diffusion sans s'approcher trop près quand même du cas à infini, pour éviter justement la zone grise que j'avais sur la diapositive précédente. L'outil de mesure était ici le spectre radiofréquence. Donc vous voyez ici un spectre radiofréquence centré en 0, enfin en oméga égale oméga 0, mais avec une L ici. Donc là, vous avez l'L qui est ici, mais multipliée par 300 pour qu'on la voit bien. Et cette L ici s'ajuste bien par une loi en oméga moins oméga 0 puissance 3,5, dont on peut extraire le contact. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien voilà comment le contact à 2 corps C2 varie avec la longueur de diffusion. Donc dans la partie A positif, il faut éviter le collapse pour un négatif, donc dans la partie A positive de la longueur de diffusion, vous avez ici les points expérimentaux. La ligne qui est ici, c'est la prédiction de champ moyen que j'ai écrite à la diapositive précédente, donc le 4 pi a au carré fois petit n grand n. Et on voit que les points dévient notablement par rapport à la prédiction de champ moyen, ils sont un petit peu plus hauts. Alors, pourquoi ça? Eh bien, l'interprétation la plus simple, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas que l'énergie de champ moyen. Quand on a assez grand, il y a l'énergie de Li Wangyang qui joue un rôle, ces fluctuations quantiques qu'on a beaucoup étudiées dans les cours précédents. Donc, on avait calculé ensemble l'énergie de Li Wangyang, cette correction qui était procédée à la racine de n à cube. Et donc, si je connais l'énergie, toujours la même petite musique, je connais le contact en prenant la dérivée. Donc voilà la correction de Li Wangyang au contact, elle est écrite ici avec ce facteur numérique, ce préfacteur ici. Et quand on la trace, eh bien, ça donne la ligne pointillée ici. Donc que dire? Les points expérimentaux sont au-dessus de la prédiction de champ moyen, mais ils sont malgré tout en dessous de la prédiction de Li Wangyang. Donc les chercheurs de Boulder n'ont pas donné d'explication vraiment ferme à cet état de choses. Ce qui dit, c'est que vraisemblablement, ils n'étaient pas vraiment à l'équilibre thermodynamique parce qu'ils avaient dû bouger le champ magnétique assez rapidement pour s'approcher de la résonance de Fano-Feshbach. Et donc peut-être que c'est cet écart à l'équilibre thermodynamique qui justifie cet écart à la prédiction de Li Wangyang.
Bon, en tout état de cause, donc les points s'écartent dans le bon sens par rapport au champ moyen, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit une mesure quantitative. Les chercheurs de Boulder ont également cherché une signature d'effet à 3 corps sur le contact, et ils n'ont rien vu. Donc, il n'y avait pas de signature de l'effet Efimov à ce stade. Il a fallu attendre 5 ans pour avoir une expérience menée à Cambridge dans le groupe de Zoran Dibabic pour voir un effet clair du contact à 3 corps. Encore une fois, je ne vais pas le décrire dans ce cours cette année parce qu'il faudrait que je mette en place tout le formalisme des effets à 3 corps, ce que je compte faire dans le cours de l'an prochain. Mais donc, je réserve ce terme à 3 corps pour le cours de l'an prochain. Voilà. Bon, il me reste quelques minutes. Je vais vous décrire une autre mesure du contact très rapidement, du contact dans un gaz de Bose. Ça, c'est une mesure qu'on a faite l'an dernier ici, dans les laboratoires au Collège de France, où là, on a étudié vraiment toute la transition entre le régime non dégénéré et puis le régime de condensat pur sur un gaz en interaction faible, donc toujours pas d'inquiétude côté effet à 3 corps. On a utilisé une géométrie qui est quasi bidimensionnelle. Alors, ce que j'entends par quasi bidimensionnel, c'est qu'on a pris un gaz uniforme et on l'a piégé donc, fortement dans la direction Z, et fortement dans le sens où l'épaisseur du gaz est petit devant lambda, la longueur thermique, et xi, la longueur de cicatrisation, de sorte que la thermodynamique du gaz est décrite par de la physique bidimensionnelle. En revanche, cette épaisseur Lz, ici, elle reste grande devant la longueur de diffusion petit a, donc tout ce que j'ai dit sur la manière de décrire les collisions reste valable, c'est-à-dire que les propriétés collisionnelles du gaz restent tridimensionnelles, parce que, donc, encore une fois, l'épaisseur du gaz est grande devant la longueur de diffusion et devant la portée du potentiel. Ce qu'on a fait dans cette expérience, donc, faite par Zhu, Brice Bacali, Hassani et Chloé Maury, c'est d'implémenter vraiment la définition thermodynamique du contact. Le contact, je le dis, c'est la dérivée de E par rapport à A. Donc ce qu'on a fait, c'est un petit changement de la longueur de diffusion delta A, et on a regardé quel était le changement d'énergie du gaz induit par cette changement de longueur de diffusion delta A. Alors plus précisément, comment on s'y est pris pour changer delta A? Eh bien, on a utilisé 2 états internes de l'atome de rubidium, qui sont écrits ici, F égale 1, M égale 0, F égale 2, M égale 0, donc c'est toujours dans les niveaux hyperfins fondamentaux. Initialement, on avait tous nos atomes dans ce niveau hyperfin-là, qui a une certaine longueur de diffusion, 5,3 nanomètres, et on a regardé quelle était l'énergie qu'on devait apporter au système pour faire basculer tous les atomes. Donc là, ce n'est pas la spectroscopie radiofréquence où il y avait un tout petit nombre d'atomes qui basculaient. Là, on veut vraiment prendre tous les atomes initialement dans un état et les mettre tous dans un autre état, qui lui est décrit par une autre longueur de diffusion, qui diffère de quelques pourcents, qui vaut 5,0 au lieu de 5,3. Donc une différence de l'ordre de 5-6%. Alors pour faire ce changement d'un état interne donné vers un autre état interne donné, on a utilisé une méthode de Ramsay. Donc on a envoyé 2 impulsions micro-ondes séparées par un temps d'attente. Donc on a des très jolies franges de Ramsay que vous voyez ici. Je ne rentre pas dans les détails. Et ce qui nous intéresse, c'est donc la position de la frange centrale de Ramsay. Où est cette frange centrale? Comment elle se décale par rapport à sa position en l'absence d'un atome libre? Et ça nous renseigne donc sur l'énergie qu'il faut fournir au système à n-corps pour lui changer sa longueur de diffusion de la quantité delta de quelques pourcents. Donc voilà le résultat, je passe beaucoup de détails, voilà le résultat. Donc ici vous avez la densité dans l'espace des phases du système. Donc les grandes densités dans l'espace des phases ici sont des gaz très fortement dégénérés, essentiellement un condensat pour ce système. Ici au contraire, c'est des gaz faiblement dégénérés. Il y a une transition superfluide dans le système quasi 2D qui est représentée par cette barre-là. Donc on a des mesures à la fois dans le domaine superfluide et dans le domaine normal. Le contact qui est tracé ici est tracé en unité du contact à température nulle, toujours ce 4 πa au carré fois petit n grand n. Donc ici il vaut 1, et puis ici on voit qu'il tend vers 2, comme attendu par l'effet Hanbury-Brown et Twiss. Et on a fait ça pour une mesure pour plusieurs densités spatiales de notre gaz. Comment ça se compare à la théorie? Eh bien, pour le gaz dégénéré, ça se compare très bien à la théorie de Bogolubov, là il n'y a pas de souci. Côté faiblement dégénéré ici, donc très faible densité dans l'espace des phases, eh bien, on peut prendre un développement du viriel qui reproduit bien nos points les plus chauds, donc tout va bien aussi de ce côté-là. En revanche, il faut bien dire que les théories disponibles pour l'instant, qui sont des méthodes de Monte Carlo, de champ classique Monte Carlo,
reproduisent assez mal les données qui sont quand même significativement différentes de ces théories de champ classique. Donc dans la zone critique, transition superfluide normale, nos mesures du contact, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de théorie qui les reproduisent de manière quantitative. Voilà. Donc, avis aux bonnes volontés. Voilà, je vais conclure. Donc, en résumé de ce cours, donc, on a vu finalement une procédure générale pour faire cette théorie du contact. Il faut se limiter à des gaz dilués, bien sûr. Ça, c'est parce qu'on n'étudie pas de l'hélium liquide. Hein. Ici, on étudie des gaz avec une portée du potentiel faible devant la distance entre deux particules. Et la procédure, ça consiste à identifier les paramètres pertinents pour la physique à deux corps. Donc, je les ai appelés ici X1, X2, mais ça peut être, donc, il peut y en avoir 1, 2, ça peut être la longueur de diffusion en ondes S, ça peut être le volume de diffusion, ça peut être des termes de portée effective. Une fois qu'on les a identifiés, eh bien, on exprime l'énergie formellement en fonction de ces paramètres, X1, X2, et on a des variables conjuguées de ces paramètres qui sont le ou les contacts selon le nombre de paramètres qu'il faut, que j'appelle CI, DE sur DXI. Et ces contacts, donc, ce qu'on a vu ensemble, ils interviennent sur les parties asymptotiques de beaucoup d'observables. Donc, c'est les grandes impulsions pour les descriptions d'impulsion, les courtes distances pour les fonctions de corrélation, des ailes de spectre d'excitation, des taux de perte. Voilà, il y a beaucoup de situations où on va pouvoir mesurer ces contacts grâce à ces notions de variables conjuguées. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le message à remporter à la maison, le take-home message, comme on dit en anglais, sur ces deux cours sur la théorie du contact. Alors plus généralement, donc, le cours de cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait précisément ce lien de deux corps à n corps. On a pris des interactions de courte portée, Van der Waals, donc qui les croise comme 1 sur R6 à l'infini, et on a vu plusieurs approches pour décrire ce lien deux corps n corps. D'abord la méthode du viriel, quand on est faiblement dégénéré, à l'opposé, pour un gaz de Bose, la méthode de Bogoliubov, et puis, pour combler le trou entre les deux, cette théorie du contact, qui est une théorie qu'on peut qualifier d'universelle. Alors, l'universel pour les gaz de fermion, comme je l'ai dit. Maintenant, comme vous l'avez vu, j'ai quand même mis pas mal de bémols pour ce qui porte sur les bosons. J'ai bien dit que j'avais ici soigneusement évité tous les effets à trois corps. Les effets à trois corps, ils sont très intéressants, hein, en particulier quand vous avez cette résonance de Feshbach qui se produit. Les effets à trois corps conduisent à l'apparition d'une interaction émergente en 1 sur R2, donc une interaction à longue portée, beaucoup plus longue que le 1 sur R6 qui est là. Et une fois que ces effets à trois corps, on sait les décrire, après se pose le problème de relier ces effets à trois corps à n corps. Une fois qu'on a regardé trois corps, il n'y a pas de raison de s'arrêter, on peut se demander aussi s'il n'y a pas d'effet à quatre corps, et puis aussi les relier à n corps. Donc ça, c'est un premier volet d'études que j'ai laissé de côté et que je compte reprendre l'an prochain. Et puis un deuxième volet d'études, toujours dans cette idée d'aller regarder des interactions à longue portée, c'est d'aller au-delà des interactions de Van der Waals, c'est d'aller regarder, par exemple, des interactions dipolaires, qui, elles, vont être en 1 sur R3, et qui ne sont pas justiciables en tant que telles de la théorie du contact, parce que la portée est trop grande. Et donc là aussi, il faut se poser le problème, comment est-ce qu'on les décrit correctement dans ce système. Voilà, donc les traits pointillés ici, peut-être pas tous, mais au moins certains, ça représente le programme que je vous propose pour le cours de l'an prochain. Et pour cette année, maintenant, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.